Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission, l'émission environnementale au cœur de l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie solaire. L'énergie solaire, est-ce une alternative viable aux énergies fossiles? Nous allons essayer de trouver des réponses à cette question et bien sûr avec mes invités déjà sur ce plateau. Espérance Ressources, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes énergéticien, spécialiste en énergie solaire. Oui. Et puis, à ma gauche, Dr Sylvain Djibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous portez bien. Je vais très bien, merci. Alors, merci d'être là. Vous êtes environnementaliste. Oui, merci. Alors, d'entrée de jeu, ma question s'adresse justement à vous. Quand on parle d'énergie solaire, essayez de nous éclairer un peu. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand on parle de l'énergie solaire, c'est d'abord une forme d'énergie renouvelable qui convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide d'un système solaire ou des systèmes solaires que nous appelons communément panneaux solaires, par exemple. Et il faut reconnaître, si vous permettez, aujourd'hui que de plus en plus, cette énergie est utilisée compte tenu de sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et également compte tenu de sa disponibilité presque illimitée. D'accord. Alors, Monsieur Espérance, la même question s'adresse à vous, puisque vous, c'est beaucoup plus votre domaine, vous êtes énergéticien. Dites-nous, quand on parle d'énergie solaire. L'énergie solaire, je vous remercie beaucoup. C'est, comme il a dit, le docteur l'a si bien dit, c'est une énergie dont la source principale est le soleil. Le soleil qui, en fonction maintenant du modèle de transfert de cette énergie en une énergie utilisable maintenant, on aura différents types d'énergie. C'est là où on finit par avoir les énergies solaires photovoltaïques. Ça veut dire que nous sommes en train de transformer la lumière contenue dans le soleil en électricité utilisable pour comme usage domestique ou industriel, tout ce que nous voulons. De la même façon, nous pouvons transformer le soleil toujours, capter la chaleur, cette fois-ci qui est dedans, pour en faire usage de chauffage, par exemple. Et là, nous allons parler de l'énergie solaire thermique. Et parfois, nous pouvons associer les deux, c'est-à-dire on est à la transformation à la récupération à la fois de la lumière pour transformer en énergie et de la chaleur pour en faire chauffage. Les deux combinés, nous allons parler cette fois-ci de l'énergie photovoltaïque. Et quand nous allons prendre simplement la chaleur que nous pouvons emmagasiner et en fait énergie encore cette fois-ci par la suite. C'est-à-dire quoi? On n'utilise pas directement la chaleur recueillie du soleil, on ne va pas l'utiliser directement pour en faire chauffage, mais on va l'utiliser via autre procédé industriel pour le transformer en électricité réelle à être utilisée. Et là, nous allons parler de l'énergie thermodynamique. Donc, mais la base commune, ça reste le soleil qui nous offre tout ça là. Avant de nous décrire, je vous vois avec des panneaux, je ne sais pas si c'est des panneaux solaires. Dites-nous, comment est-ce que ces énergies se produisent-elles? Ok, on peut faire un peu l'illustration pour que nos téléspectateurs comprennent mieux. Là, vous avez ce que le docteur a si bien appelé les panneaux solaires, les plaques solaires. Donc, là, c'est ceci qui est exposé à la lumière du soleil, c'est-à-dire communément appelé le soleil. On l'expose au soleil et lui, grâce à des éléments physiques et chimiques qui sont déjà à l'intérieur de la plaque, transforme cette lumière recueillie en une source d'électricité qui sera conduite par maintenant le câble, le fil électrique qui viendra recharger une lampe électrique ou une source qu'on veut utiliser, une source qui utilise l'électricité pour fonctionner. Donc là, ça nous fait ce transfert, cette transformation. Et là, nous aurons à la fin quelque chose qui serait stocké quelque part. C'est tellement dans le déroulé de l'émission. Nous allons parler de comment est-ce que l'énergie là est stockée ou est utilisée. Donc ici, c'est stocké dans une
dans un accumulateur qu'on appelle communément batterie, dans une batterie qui est incorporée à la lampe. Et plus tard la nuit, dès que vous en aurez besoin, il n'y a plus le soleil, vous pouvez utiliser et allumer pour faire maintenant l'usage. Parce que c'est déjà stocké. Parce que là, c'est déjà stocké dans la lampe. Et ce type de lampes, nous les appelons des lampes individuelles. D'autres appellent ça des lampes torches, d'autres appellent ça des lanternes solaires, donc ainsi de suite. Monsieur Sylvain Djibou, vous êtes environnementaliste, mais dites-nous, en voyant cette démonstration, est-ce que nous pouvons dire que cela pourrait effectivement réduire les risques de changement climatique, les risques liés au changement climatique? Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme il l'a dit, le praticien l'a dit tout à l'heure, vous savez, comme il l'a expliqué, c'est une énergie, je peux dire, silencieuse. Silencieuse, oui. Elle ne fait pas, par exemple, du bruit. Et le système qui est installé ne fait pas du bruit. Le système ne dégage pas des gaz, comme on le remarque au niveau des autres types d'énergie, comme les énergies fossiles, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Quand nous prenons, par exemple, le gaz naturel ou bien même le pétrole que nous utilisons, vous savez, quand on brûle ici, vous allez voir toute la fumée, voilà. Le CO2 commence par être dégagé. Donc, il y a ces atouts-là que ce système nous offre. Et on l'appelle également un système vert, ou bien ça offre une énergie verte. Pourquoi? Parce que ça participe à la vie des êtres vivants. Ok, comment ça? Très bien. Quand nous mettons, par exemple, on commence par brûler dans un système ou dans un espace où nous avons des végétaux maintenant, quand on commence par brûler de pétrole, tout ce, voilà, on embête déjà là, on commence par déjà porter atteinte, perturber la vie de ces êtres qui sont là. Okay. Parce que la quantité naturelle de CO2 que ces êtres allaient absorber, on va augmenter ça. Vous voyez, à travers le CO2 qu'on va commencer par émettre à partir de... C'est un exemple, hein? Et c'est ce que nous faisons à travers... Habituellement. Toutes les quantités d'essence, par exemple, que nous brûlons. Et les sachets que les gens brûlent en désordre, c'est des produits pétroliers. Donc, quand nous utilisons ce type d'énergie, premièrement, nous n'émettons plus les gaz à effet de serre. Vous savez, vous connaissez un peu les réalités des changements climatiques ou de la variabilité climatique aujourd'hui, leurs impacts sur... on en a tellement parlé. Donc, c'est pour dire que quand on utilise ce type d'énergie, on participe, au contraire, on participe à la réduction des émissions, à la préservation de l'environnement, sinon à sa protection. Voilà un peu ce que je peux dire. Monsieur Espérance, dites-nous, quels sont les avantages à utiliser ces énergies? Je pense que le docteur vient déjà de bien commencer. Il a énuméré pas mal déjà d'avantages. C'est-à-dire, ça participe à la protection de l'environnement. Et ça, qu'on veut ou pas aujourd'hui, quand vous prenez même les traités, je vais rejoindre un peu le docteur ou bien aller un peu dans son domaine, quand vous prenez les accords de Paris, ce qui a été le socle déterminant aujourd'hui de l'orientation de qu'est-ce qu'on pourra faire demain pour protéger l'environnement, notre écosystème, notre milieu de vivre commun. Il a été clairement identifié, l'énergie solaire, comme un apport capital pour réduire considérablement tout ce qui est émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui peut protéger l'atmosphère à partir de maintenant, pour corriger, et atténuer et maintenant protéger pour les années à venir. Donc, et quand vous quittez là, ce rôle de protection de l'environnement, c'est une énergie verte. Et c'est une énergie abondante, presque illimitée, comme il a dit. Donc, voilà plein d'avantages. Par contre, quand vous prenez l'énergie fossile, ce n'est pas illimité. Quand vous prenez le pétrole, ce qui est la source principale de tout ce qui est l'énergie fossile, vous avez comme base principale le pétrole qui n'est pas du tout illimité. Vous aurez déjà entendu parler que le Bénin avait fait l'exploitation du pétrole, mais est-ce que ça fait quelques années, ça fait des dizaines d'années déjà, est-ce qu'on exploite encore le pétrole? Donc, nous devons intégrer dans nos habitudes et dans nos consciences que tout ce qui est énergie fossile a une durée de vie très, on peut dire très courte, parce que ça dépend de l'exploitation que vous faites de la chose, contrairement à l'énergie solaire, où le soleil, au contraire, est en train de... La radiation s'augmente de jour en jour parce que nous sommes en train de détruire ce qui nous protège de cette radiation. Vous voyez le paradoxe. Donc,
s'il y a en même temps une chose qui peut protéger et que c'est ce qui permet encore de transformer, ça devient très, très important. D'accord. Docteur Djibou, en termes d'émissions de CO2, comment se compare l'énergie solaire aux énergies fossiles? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un système qui ne dégage pas du tout de CO2. Je peux l'exprimer ainsi, comparativement aux autres. Alors que quand on commence par brûler les combustibles ici, maintenant vous allez voir qu'en même temps, on voit le CO2 et d'autres gaz qui commencent par se dégager en même temps. Donc on ne peut même pas comparer. On ne peut même pas comparer. Donc c'est un système qui offre beaucoup d'avantages comparativement aux énergies fossiles. Comme l'a dit le spécialiste. Si vous permettez, il y a quelques autres avantages que je voudrais compléter. Merci pour tout ce que vous avez dit pour nous éclairer. Je crois aussi que c'est un système qui offre une indépendance, pour ne pas dire une autonomie en termes d'utilisation. Quand vous êtes en train d'utiliser ce système, vous n'allez pas, c'est-à-dire avoir peur de délestage. Oui. Vous n'allez pas dire délestage ou bien coupure d'électricité. Vous n'allez pas entendre de bruit. Alors que quand on met en marche... L'ASBE ne sera pas d'accord avec vous? Non, l'ASBE doit être d'accord parce que l'ASBE même veut d'appui. Elle a besoin d'appui parce que elle fait ce qu'elle peut faire, mais elle n'arrive pas à couvrir totalement. Pourquoi vous avez, il y a des délestages ou des coupures qu'on enregistre dans des zones données, pas parce qu'il y a un problème technique forcément, parce que l'ASBE doit faire ça pour punir un peu telle zone, excusez-moi un peu, c'est on ne va pas parler de punir, on va pas parler de punir. Pour permettre, c'est une manière d'équilibrer en réalité l'utilisation. Et quand les autres n'ont pas trouvé hier, il faut leur permettre de jouer aujourd'hui. Quand les autres ont pu trouver hier. Ça, c'est vous qui le dites. C'est scientifique. Ce n'est pas seulement la SBE au Bénin. C'est un système scientifique. D'accord, monsieur Espérance. Pour compléter ce qu'il a dit, ce n'est pas qu'il... Je le comprends, mais étant acteur, je peux dire ce n'est pas que la SBE punit quelqu'un ou une zone donnée. Non, il faut comprendre. Mais même si on a l'abondance en termes de production, en termes de disponibilité, et que le pays est suffisamment autonome en termes de capacité d'énergie, il y a ce que nous appelons les maintenances programmées qui va amener, qui va obliger la SBE à délester des zones données pour pouvoir faire la maintenance et rebasculer, ainsi de suite. Donc, dans ces cas, si c'est une, il souffrait que vous serez dans l'obscurité. Et quand vous avez le sauveur, ça devient le solaire. Oui, ça devient le solaire parce que c'est ce que nous avons beaucoup plus chez nous. Alors justement, toujours avec vous, quelle est la durée moyenne d'un panneau solaire photovoltaïque? Oui, là vous rentrez. Étant un spécialiste. Oui, là vous rentrez sur le domaine le plus sensible de ce secteur. Quand on prend le système solaire photovoltaïque, il faut comprendre qu'il y a plusieurs composants qui rentrent en jeu. Et ces composants n'ont pas forcément les mêmes durées de vie. Quand vous prenez les panneaux, simplement ce que le commun des mortels connaît, qui, je vous rappelle, n'est pas le seul composant qui vous permet d'avoir la lumière à la maison. Il faut qu'on fasse attention. Donc, quand on prend ce côté, les panneaux, aujourd'hui, nous sommes sur des panneaux qui ont une moyenne de vie de 20 à 25 ans. Hein. Ah bon? 20 à 25 ans. Oui, 20 à 25 ans. C'est pas peu. C'est pas du tout peu. C'est pas du tout peu. Et si tout à l'heure vous avez dit que la SB ne serait pas d'accord, mais est-ce que vous connaissez notre centrale solaire de Koubé? C'est purement solaire, qui contribue à la production d'électricité pour la SB2E. Donc c'est des trucs complémentaires. Vous voyez, ce n'est pas peu. Et nous, aujourd'hui, le combat, c'est qu'on veut aller beaucoup plus loin, pas forcément pour changer cette... pour bénéficier au max, optimiser cette durée de vie des panneaux. Parce que c'est l'élément qui déjà peut transformer. Mais c'est pas, je le disais tantôt, que ce n'est pas le seul élément qui vous permet maintenant d'avoir l'énergie à la maison. Les autres éléments qu'on va certainement peut-être aborder, c'est-à-dire comment conserver, dans quoi conserver, ont maintenant des durées de vie beaucoup plus faibles. C'est ça qui déséquilibre un peu l'investissement
dans le soleil et qui décourage, je suis acteur, il faut l'avouer, et qui décourage maintenant les utilisateurs et que c'est ça qui repousse un peu les gens à convenablement utiliser le soleil. Donc du coup, quand on prend simplement les panneaux, nous sommes sur une moyenne de 20-25 ans. Hein, et les gens sont en train de travailler, les laboratoires sont en train de travailler pour aller au-delà. Au-delà, maintenant c'est très intéressant. Monsieur Djibou, quelles solutions existent pour quand même stocker l'énergie solaire afin d'assurer un approvisionnement constant? Selon vous, c'est vrai que ce n'est pas votre domaine, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme il a dit tout à l'heure, et ça dépend des composantes ou des composants vraiment. La durée de vie peut aller jusqu'à 40 ans même. Oui, il y a des travaux en cours, des gens commencent à expérimenter déjà. Ça peut aller à 40 ans. Et ce que vous venez de dire concernant les innovations qu'on peut apporter ou comment on peut emmagasiner, je crois que ça réside dans... Vous voyez par exemple le système qui vient de montrer, c'est une seule face. Il y a déjà des innovations qui sont en cours et quand on prend ce panneau, les deux faces seraient rechargées. Voilà, vont emmagasiner, stocker de l'énergie. Et là, vous savez que la quantité serait peut-être double par exemple. Il y a aussi, je crois, la grandeur, parce que là, je pense que c'est des petits formats. Bien sûr, c'est des petits formats. Donc, imaginez que ça couvert tout ce plateau, par exemple, là, et c'est les deux faces qui vont se recharger. Vous voyez que c'est beaucoup. Très bien. Voilà. En dehors de ça, il y a également des innovations en cours pour que les batteries ne se déchargent pas vite. Donc, il faut des batteries à décharge lente. Et là, quand vous emmagasinez correctement, vous commencez par utiliser afin que ça ne s'épuise. Ça va prendre du temps. Donc, vous allez utiliser correctement et vous satisfaire avant que ça ne s'épuise pour que vous puissiez aller recharger. Donc, c'est un peu les deux grandes innovations que je peux... Mais est-ce qu'on peut être tenté de dire que l'énergie solaire pourrait, d'ici 30 ans, d'ici 25 ans, remplacer l'énergie fossile? Oui. Est-ce que c'est possible? Et pas totalement. Pas totalement, mais... En grande partie, ça va aider les populations, surtout les desservis, ça va beaucoup aider parce qu'il y a des zones où aujourd'hui, si ce n'est pas, il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a pas de poteau électrique. Donc ça veut dire quoi? Les gens sont obligés de s'abonner ou de s'adonner à ces systèmes solaires, et comme il y a soleil partout, pour pouvoir bénéficier de cette source-là, pour s'alimenter. Voilà. Donc, progressivement, mais ça va venir. Est-ce que c'est à la portée? On ne va pas dire que ça va partir totalement parce qu'on continue d'utiliser les énergies fossiles. Je prends l'exemple du pétrole. Essence, ses produits, etc. Donc, ils font partie des énergies fossiles. Donc, même les moteurs hybrides ou bien électriques, là, ne sont pas encore en grand nombre pour qu'on puisse... Donc, mais progressivement, ça va vraiment aider. Et non, ça ne peut pas remplacer systématiquement. C'est mon point de vue. Monsieur Espérance? Oui, ça fait plusieurs questions en attente pour moi. Hein, parce que j'ai bien envie d'aborder d'autres. Non, pas du tout. Dites-moi juste, oui, vous avez peut-être d'autres choses à oui, par rapport au stockage, parce que je disais tantôt que ce n'est pas les panneaux seuls qui nous permettent d'avoir l'électricité et que ça reste d'autres éléments plus importants. Et c'est là où nous abordons la question du stockage. Comment on peut stocker? Parce qu'il y a l'intermittence qui est là, qui ne nous permet, c'est-à-dire on n'a pas la continuité de la production avec le soleil. Donc il y a un moment donné, quand la nuit tombe, il y a très mauvais temps, même en pleine journée, qu'on ne peut pas produire. Et où est-ce qu'on va puiser alors de l'énergie pour quand même continuer à en faire usage? C'est là où il y a la problématique du stockage qui se pose et qu'il faut régler. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les stockages avec les batteries. C'est ce qui est connu par beaucoup de gens, c'est ce qui est beaucoup plus développé. Et il y a le stockage par l'hydrogène qui commence par se faire sentir, qui pointe... Et je pense que les années à venir, ça va beaucoup seconder les batteries, les accumulateurs. Et il y a un troisième stockage qui est quand même ce qui nous manque au Bénin. Et c'est ça qui rend le soleil beaucoup plus accessible. Et c'est ça qui rend le soleil beaucoup plus efficace. C'est le stockage virtuel. Je ne sais pas si vous avez le stockage virtuel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, c'est quoi? J'ai une capacité de production. Je n'ai pas du tout besoin de panneaux, de batteries, d'accumulateurs pour stocker. Donc, je produis et là, j'utilise ce que ça me reste. Je stocke via la SP2E. Comme nous sommes dans le cas de... Oui, c'est exactement en fait ça, ce qui se passe déjà sur notre centrale de Paubert.
C'est-à-dire, vous faites toute la production, mais là, il n'y a pas la population qui utilise d'abord, mais ça va directement en injection. Donc, quand c'est des particuliers, mais là, il faut qu'on réforme un peu nos tests, les tests en la matière. Même des pays limitrophes ont commencé par essayer. Et je pense que c'est ça qui... C'est expérimenté déjà? Oui, oui. En Europe, c'est ça qui fait que le soleil est super efficace. Les gens ne se cassent pas la tête pour comment je vais conserver. Donc, vous produisez, vous utilisez le surplus, vous envoyez ça à au réseau national de production et de transport d'énergie. Et quand vous en aurez besoin, en mauvais temps, en intermittence, vous utilisez la SB2E. À la fin du mois ou à la fin de l'année, on fait les proportions, on fait le point, on voit qui doit à qui. Si c'est la SB qui vous doit, si c'est la SB qui vous doit, ça veut dire que vous avez déjà encore ce qu'on appelle du stock virtuel. Là. Très intéressant. Donc, vous voyez, donc je pense que c'est le gros défi qu'il faut pour ce secteur au Bénin les années à venir. Il faudrait qu'on jette tout ce qui est tabou et qu'on travaille véritablement sur ce sujet pour permettre de soulager véritablement le réseau conventionnel, le réorienter vers l'industrie pour que ça se puisse. Parce qu'on ne peut pas se développer sans l'industrie. Et vous n'avez pas le développement industriel sans l'énergie. Donc c'est un truc qui est crucial, qui est au cœur de tout développement. Et tant qu'un pays n'arrive pas à maîtriser sa production et sa gestion énergétique, vous allez constater que, quelle que soit la volonté, ça ne prend pas. La raison pour laquelle vous allez constater que le président Talon, dès qu'il est venu en 2016, paf, il a attaqué directement ce secteur avec des très gros investissements parce que... Et aujourd'hui, la GIZ est là pour nous donner raison parce qu'ils ont suffisamment d'énergie pour faire la continuité. Parce que quand vous prenez une chaîne industrielle et vous avez une rupture d'énergie, de 5 minutes, ça donne un coup. Ça fait des milliards. Même une minute, c'est ça fait des milliards que vous perdez. Donc, ça fait que c'est un secteur à maîtriser, qu'on veut ou pas, pour véritablement amorcer le développement de ce pays. D'accord. Avant de revenir sur les échanges, nous allons sur cet élément. Les énergies renouvelables sont de plusieurs sortes. Vous avez l'énergie solaire, donc on peut utiliser directement l'énergie issue du soleil pour pouvoir avoir de l'électricité et chauffer ainsi de suite. Vous avez l'énergie éolienne, d'accord? Donc à partir du vent, on peut avoir de l'énergie. Bref, c'est qu'on utilise tout ce qu'il y a comme élément du climat pour avoir de l'énergie. Contrairement à ce qu'on faisait, l'énergie était obtenue à partir des énergies fossiles. L'Afrique, avec ses atouts géographiques, bénéficie d'un meilleur ensoleillement et présente donc beaucoup de potentialités pour aller à un développement durable à partir de ces nouveaux types d'énergie. C'est une opportunité aujourd'hui pour l'Afrique parce qu'avec l'utilisation des énergies fossiles, l'Afrique n'a pas pu décoller comme les autres pays européens, américains et autres. Donc ils sont en avance sur nous. Mais maintenant, ça crée des problèmes. Ce secteur-là, qui était le secteur envié de tout le monde, a créé des problèmes. Donc, on est obligé tous de nous rabattre maintenant sur les énergies renouvelables. Mais là, l'Afrique, ayant plus la possibilité sur le plan de l'insolation, on a beaucoup de soleil. Donc, c'est à nous maintenant de profiter de ça pour faire développer vraiment l'Afrique. Et pour réussir à le faire, il faut le transfert des compétences. Il faut que nous puissions essayer de voir avec nos partenaires comment délocaliser un certain nombre de fabrications. Est-ce que vous voyez de matériel lié aux questions d'énergie renouvelable? Donc c'est un secteur impressionnant qui, d'abord, qui recrute pas mal de chercheurs, parce que c'est un nouveau secteur, c'est un nouveau domaine de recherche. L'autre facteur nécessaire au développement des énergies renouvelables en Afrique est la recherche et la formation. Ainsi, dans les universités, l'accent est mis sur la création de nouvelles filières axées sur la promotion des énergies renouvelables, car ce secteur est devenu aujourd'hui un secteur de pointe et pourvoyeur d'emplois. Lorsque Obama devait venir aux affaires, il disait qu'il allait créer plus de 10 millions d'emplois et que la moitié de cet emploi serait dans les énergies renouvelables. Et nous avons vu, il y a plus de 3 à 4 millions d'emplois dans les questions d'énergie renouvelable. Donc c'est un secteur de pointe qui est pourvoyeur d'emplois aussi pour les jeunes. Avec la biomasse, on peut trouver beaucoup, il faut avoir beaucoup d'emplois. On a initié la formation dans le domaine parce que pendant 20 ans, tout le monde va parler maintenant d'énergie renouvelable. Et nous, on ne crée pas la formation en l'air.
c'est en fonction des besoins sur le terrain que nous créons la formation. Et ce master est créé parce qu'il y a un besoin qui est ressenti sur le terrain. Et vous allez voir que tout le monde devait aller dans ce domaine. Et ce master est créé pour pouvoir aider les jeunes maintenant à trouver d'emploi. Sinon, on va les former, ils auront le diplôme, mais ils n'auront pas d'emploi. L'avenir de notre planète passe nécessairement par la promotion des énergies renouvelables et l'Afrique ne doit en aucun cas manquer de relever ce défi. Alors, retour sur le plateau, Dr Djibou, le secteur de l'énergie solaire, secteur pourvoyeur d'emploi, vous confirmez? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ça peut régler un temps. Oui. Et vous savez, quand un secteur prend, ça bouge beaucoup d'autres secteurs. Imaginez une industrie, une unité qui a une source potentielle d'énergie, bien s'installer, qui est bien installée, qui n'a pas de soucis, mais elle va davantage recruter. Elle va chercher à agrandir son unité, à renforcer ses capacités. Et là, ça fait appel à la main-d'œuvre. Ça, c'est un volet. L'autre volet, comme ils vont dépenser moins dans ce secteur quand ils veulent, pour l'utilisation de cette énergie, ils vont en tout cas s'orienter vers ou bien s'attacher à ce type d'énergie, contrairement à l'énergie conventionnelle qui coûte un peu plus cher par rapport à ce type d'énergie. C'est ce que moi je peux dire très rapidement. Alors, Monsieur Espérance, dites-nous, quelles mesures les gouvernants devraient prendre à présent pour véritablement prendre ce secteur au sérieux? Moi, je pense que le gouvernement fait son petit chemin, en train de comprendre. Vous êtes journaliste, c'est sûr que vous n'avez pas manqué de lire entre les lignes lors du, je crois, le Conseil des ministres passé. Et le gouvernement veut faire des écoles primaires isolées, faire l'utilisation des lanternes solaires pour abus écologiques et en même temps renforcer l'éducation et permettre l'accès à l'énergie à ces foyers dont les enfants sont bénéficiaires. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut reconnaître que le gouvernement est en train de faire son petit chemin, mais il nous reste du chemin sur lesquels, des leviers sur lesquels le gouvernement va solliciter les experts, les acteurs pour qu'ils réfléchissent véritablement afin de proposer des trucs concrets. Et vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, le professeur soulignait la nécessité des recherches liées à ce secteur. J'ai parlé tout à l'heure. Il y a même un master qui a des masters consacrés à ça. J'avais parlé tout à l'heure, par exemple, du stockage virtuel. Et je dis ça là, ça ne dépend que de l'État. Si le stockage virtuel serait une vérité, vous ne pouvez pas épargner l'État pour le faire. C'est impossible de le faire seul. Tu peux être milliardaire, si la loi, les tests ne te permettent pas ça, tu ne peux jamais le faire. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, on légalise le stockage virtuel au Bénin. Qu'est-ce qui va se passer? Même en pleine ville de Cotonou, vous allez avoir les toits seront embellis par les panneaux solaires. Et là, la consommation sera drastiquement réduite à la baisse au niveau des foyers, donc réorientée vers l'industrie. Et là, vous allez sentir autre boom économique sans s'en rendre compte. Et parce que il y aura tellement d'allègements au niveau du réseau conventionnel qui supporte tout ce poids des ménages aujourd'hui, alors que beaucoup ont la facilité de contribuer à réduire ce poids pour le réseau. Mais du fait qu'ils doivent acheter des batteries et ils ne sont pas sûrs de la capacité, de la qualité et puis pas mal de paramètres liés à ça, et que ça alourdit. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, quand vous prenez un système classique de 1 kW, vous savez que la part de l'accumulation en termes de maintenance de dépenses, ça dépasse les 50%. C'est pour vous dire, c'est l'élément qui coûte le plus cher. Donc, si on enlève cet élément du système, ça veut dire que ça devient beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc voilà un peu l'enjeu qui est devant nous, et sans oublier le renforcement de ce que l'État est déjà en train de faire, c'est-à-dire la DETA, c'est aller plus loin, réfléchir avec les acteurs pour que la DETA soit véritablement orientée d'une certaine manière afin que nous ayons efficacement
c'est-à-dire un résultat beaucoup plus efficace sans que l'État ne soit perdant. Parce que notre pays est fiscal, il faut qu'on le reconnaisse aussi. Donc, ça ne peut qu'être en concertation. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Espérance. M. Djibou, pour conclure, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, je nous remercie et je vous remercie particulièrement pour nous avoir associés à cet échange. Et je voudrais m'adresser à la population et à l'État principalement. L'État fait déjà, comme il a dit, des efforts louables, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup d'efforts méritent d'être fournis davantage. Parce que les gens doivent être sensibilisés et être accompagnés. On doit écouter les gens. Il peut par exemple réaliser une petite étude pour aller écouter les gens. Pourquoi ils n'arrivent pas à utiliser ce système? Quelles sont les difficultés qu'ils ont? Quand ils vont faire ce sondage-là, ils sauront comment faire. Par exemple, nous avions parlé de panneaux à double face tout à l'heure. Comment il faut disposer ça? On peut aller vers des pays qui ont déjà expérimenté ces genres d'innovation. Pour améliorer ce que nous faisons. L'énergie, comment il faut emmagasiner de façon virtuelle ou bien stocker de façon virtuelle, comme il est en train de le souligner. L'État peut travailler dans ce sens et investir. Et on sait que le gouvernement, il aime beaucoup ces genres d'innovation pour aller au développement. Donc s'il peut investir un peu dans ce secteur, ça nous aiderait. Merci beaucoup à vous, docteur. Monsieur Espérance, pour finir. Merci, c'est toujours un plaisir de venir partager ce plateau avec vous pour parler un peu des enjeux liés à l'environnement qui se reposent un peu beaucoup davantage sur le soleil. Donc je vous remercie pour l'invitation. Et bon, est-ce que appel spécifique encore à la population, beaucoup plus, parce que nous n'envoyons pas la balle tout le temps à l'État. Je ne suis pas là pour défendre l'État, surtout que je suis un industriel. Mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire au niveau de la population et que nous avons du chemin. Et il faudrait que nous, acteurs, qu'on puisse davantage sensibiliser et que l'État nous accompagne, comme il a dit, à travers des études, à travers des possibilités quand même, d'une manière ou d'une autre, d'accompagner véritablement l'État, le secteur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Espérance Rechou, merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes énergéticien, spécialiste en énergie solaire. Merci pour votre disponibilité. Docteur Sylvain Djibou, merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Eden Télévision.